Alors, nous avons avec nous en ligne professeur Jean-Pierre Leglohnec. Il est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Bon après-midi, professeur Leglohnec. Oui, bonjour, merci. Et la vie est belle, professeur? La vie est toujours belle à la fin du mois de février quand le printemps s'approche. Oui, un printemps, on souhaite hâtif, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, professeur, oui, le Québec est confronté de plus en plus à son passé esclavagiste. Je lisais l'autre jour un article d'un journal, un quotidien ici à Montréal, où on disait que la journaliste disait, oui, le Québec a un passé esclavagiste et ce n'était pas marginal. Alors, donc, dans cet article, on fait comprendre, oui, je le savais aussi, que la plupart des historiens ont toujours présenté l'esclavage au Québec comme étant un phénomène marginal. Est-ce que ça conforte davantage le fait, par exemple, de dire que l'esclavage au Québec, c'était un phénomène marginal? Ça conforte de plus en plus les tenants de cette idéologie, si on veut, hein, n'est-ce pas, ou de ce pan de l'histoire, cette façon de voir l'histoire, à dire qu'aujourd'hui, oui, le racisme peut exister ici au Québec, mais c'est un racisme ordinaire, ce n'est pas systémique. Il y a certainement un lien à faire, en effet, entre la vision qu'ont ces idéologues du passé esclavagiste de la Nouvelle-France et du Bas-Canada, et le regard qu'ils ou elles portent sur l'existence indéniable, selon moi, et on pourra en reparler si vous voulez, du racisme systémique ici au Québec. Je crois qu'il y a un malentendu politique finalement, idéologique d'une certaine manière, un malentendu historien également sur l'importance de l'esclavage en Nouvelle-France et au Bas-Canada. Et ce malentendu est dû en grande partie à l'œuvre de l'historien Marcel Trudel, qui est la référence en histoire de l'esclavage en Nouvelle-France et au Bas-Canada. Marcel Trudel, dont les travaux sont publiés pour la première fois en 1960 et qui sont recyclés, réédités encore et encore jusqu'à tout récemment. L'œuvre de Marcel Trudel a même été traduite en anglais au début des années 2010. Je cite l'ouvrage peut-être pour les auditeurs et auditrices, 2 siècles d'esclavage au Québec. C'est pas le titre original, mais peu importe. Et en fait, l'œuvre de Marcel Trudel, en effet, a servi au fil des ans à minimiser sur le plan quantitatif l'importance de l'esclavage au Québec et en Nouvelle-France, et au Bas-Canada. Et c'est malheureusement cette minimisation, je crois, a eu des impacts importants a des impacts aujourd'hui importants sur le regard que l'on porte en effet sur la question raciale au Québec. Mais il y a quelque temps, lorsqu'on a, je pourrais dire une dizaine d'années, où on a dévoilé l'histoire de cette esclave à Montréal, Marie-Angélique, n'est-ce pas? Je pensais qu'il y avait suffisamment d'effets du dévoilement de cette histoire. La ville de Montréal a reconnu en fait l'esclavage à Montréal en dévoilant une buste de Marie-Angélique. Je pensais que ça avait fait suffisamment de bruit pour amener tous les Québécois, ou en tout cas une grande partie des Québécois, à se conscientiser du fait de l'esclavage ici au Québec. Il semble que ce n'était pas suffisant, pas vrai? Non, ce n'est pas suffisant parce que on est actuellement partout dans les Amériques dans une phase que je nommerais le post-esclavage. Donc les esclavages sont abolis depuis la fin du 19e siècle. L'abolition la plus tardive est effective au Brésil dans les années 1880, c'est-à-dire avant-hier d'une certaine manière. Donc les abolitions sont bien réelles. Cependant, on est dans ce que l'on appelle en histoire le post-esclavage, c'est-à-dire dans une période toujours marquée par les métamorphoses finalement de la question raciale. Il peut y avoir, l'esclavage a laissé des traces, produit des traces malgré les abolitions, et j'insiste, l'Argentine jusqu'au Canada, parce que toutes les Amériques ont été touchées directement ou indirectement par les pratiques esclavagistes, que ces pratiques aient donné lieu naissance à des plantations sucrières, par exemple, à Saint-Domingue en Haïti, ou que les pratiques esclavagistes aient donné lieu à un esclavage plutôt urbain à Buenos Aires,
à Rio de Janeiro ou à Québec, Trois-Rivières ou Montréal. Donc, les esclavages ont fait les Amériques. Et aujourd'hui, au Québec, on a encore beaucoup de difficultés à accepter cela, malgré en effet ce que vous dites, c'est-à-dire des initiatives visant à visibiliser l'histoire des personnes afrodescendantes au Québec au XVIIIe siècle. C'est très lent de changer les pratiques, de changer les croyances. Et vous faisiez référence il y a quelques instants, quelques secondes, à l'article publié dans le journal Métro, c'est ça, de Montréal. Oui, absolument. Les commentaires sur Facebook étaient parfois désolants d'ignorance et même de méchanceté, je dirais, comme si finalement, à en croire certains commentateurs sur Facebook, les esclaves afrodescendants ou autochtones de Nouvelle-France et du Bas-Canada avaient des conditions de vie bien meilleures que les religieuses ou que les pauvres Canadiens français souffrant sous le joug de l'impérialisme anglais. Vous voyez, donc, comme si on était encore aujourd'hui dans une sorte de concurrence mémorielle ou de concurrence des victimes. Parler d'esclavage au Canada, parler d'esclavage au Québec ou en Nouvelle-France ne revient pas ici à une sorte de jeu de culpabilité, où les Blancs devraient être coupables de quelque chose. L'objectif est de comprendre comment et pourquoi encore aujourd'hui la question raciale est pertinente au Québec. Et surtout aussi, lorsqu'on connaît l'histoire, ça nous évite de répéter les erreurs du passé. Cela dit, lorsqu'on regarde l'esclavage tel que vous l'avez présenté, mais c'était une exploitation pour le capital, c'est peut-être le début du système en Amérique et qui va gagner le monde, le système capitaliste. Oui, absolument. Les recherches en histoire, de plus en plus, établissent un lien indiscutable entre, d'un côté, l'émergence de l'esclavage racial, la mise en place du système plantationnaire dans la Caraïbe et la construction du capitalisme proto-industriel au XVIIIe siècle. Donc, c'est important, je crois, aujourd'hui, de replacer l'esclavage au Québec et au Canada en général, parce qu'il y a aussi les provinces maritimes, bien sûr, l'Ontario, de replacer l'histoire de l'esclavage au Québec dans cette grande histoire, finalement, d'émergence du capitalisme racial, on pourrait l'appeler comme ça, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle, qui consiste à oppresser des corps noirs, hommes, femmes, enfants. Je pense que si on adopte cette perspective-là, évidemment, on voit les choses complètement différemment au Québec, Nouvelle-France ou Bas-Canada. Oui, il y a eu peu d'esclaves, entre guillemets, au Québec au XVIIIe siècle. Mais l'esclavage, c'est pas une question de chiffres, je le répète. C'est pas 500 personnes, 1000 personnes ou 500 000 personnes. La question n'est pas là. La question est il faut bien imaginer que Québec, Montréal, Trois-Rivières, au XVIIIe siècle, sont des petites bourgades, sont des petits mondes. Oui, il y a peu d'esclaves, c'est vrai, mais il y a aussi peu de monde en général, au Canada français au XVIIIe siècle. Et les hommes, les femmes, afrodescendantes, qui circulent au Québec au XVIIIe siècle, jouent un rôle important dans le tissu social canadien. Et donc, il faut absolument écrire leur histoire en se libérant des chiffres et en les replaçant dans cette grande histoire de l'émergence du capitalisme racial. Ça veut dire que dans l'histoire mondiale, je considère qu'il y a deux grandes erreurs. On pourrait même parler d'horreur, c'est l'esclavage et la situation des Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, cette dernière situation a été réglée par des législations un peu partout dans le monde. On n'a même pas le droit de nier l'Holocauste juif. Si on peut refaire l'histoire à sa manière pour se conforter par rapport à l'esclavage, ça veut dire que ce phénomène-là peut toujours se faire sous peut-être une autre forme, parce que l'exploitation de l'homme par l'homme continue, mais sous une autre forme, professeur. Bon, vous posez, je crois, de manière in fine, la question des réparations. Je pense que je ne sais pas si vous voulez aller dans cette direction-là avec votre commentaire sur ce qui n'est pas une comparaison d'ailleurs. Vous mettez en relation des événements majeurs finalement de l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'esclavage et l'histoire de l'Holocauste. Je crois qu'il y a eu, après en effet la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu réflexion, il y a eu tentative de réparation.
il y a eu une volonté finalement de ne plus jamais répéter le passé. D'une certaine manière, après les abolitions de l'esclavage, il n'y a jamais eu réparation. Il y a eu silence. Il y a eu mise au silence. Ici, je ferai référence au fait qu'en 1848, lorsque la France abolit l'esclavage pour la deuxième fois, la France demande aux anciens esclaves d'oublier finalement l'esclavage racial et de passer à autre chose. Or, le trauma est quelque chose qui est intergénérationnel. Et excusez-moi, professeur, je fais une parenthèse. En Haïti, la France, les autorités françaises vont exiger de réparer les anciens colons qui exploitaient la colonie. Et bien sûr. Donc, il n'y a jamais eu, quand il y a eu réparation, eh bien, on parle de réparation financière qui ont bénéficié aux anciens propriétaires d'esclaves. Les personnes esclavisées n'ont jamais obtenu réparation financière. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que les personnes afro-descendantes dans les Amériques noires, et dans les Amériques plus généralement, obtiennent une forme de réparation financière? C'est un grand débat, un débat très difficile. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des formes de réparation symboliques, culturelles, sociales? On pourrait là aussi en parler. La réparation la plus simple, je crois, si l'on se place de la perspective du Québec, est d'obtenir une forme de reconnaissance qu'il y a bien quelque chose que l'on appelle aujourd'hui du racisme systémique, c'est-à-dire des façons structurelles d'inférioriser, de marginaliser et de maintenir dans l'infériorité et la marginalisation les personnes afrodescendantes au Canada. Bon, cela me semble relativement indiscutable sur le plan scientifique qu'il y a bien racisme systémique. Alors voilà une forme de réparation peut-être qui pourrait être proposée. Mais professeur, est-ce qu'on peut comprendre le fait de vouloir ignorer ou minimiser le phénomène qu'a été l'esclavage au Québec? Qu'est-ce qu'on cherche? Puisqu'on est historien, parce que ça commence par là, n'est-ce pas? On est historien, on n'est pas politicien, on n'a pas des votes à défendre. Pourquoi, diable, on doit cacher? Est-ce que c'est une question d'ignorance ou est-ce que c'est un fait volontaire? Oh, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de volontaire. Cependant, parler d'esclavage au Québec au XVIIIe siècle, en parler de manière non quantitative, sans minimiser l'importance des situations esclavagistes au Québec, serait finalement faire une place à d'autres victimes que les victimes habituelles dans le roman national québécois ou canadien français. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. On l'a bien entendu, senti lors du spectacle Slave de Robert Lepage à Montréal en 2018, 2019, 2020, qu'aux yeux de certains idéologues, chroniqueurs, nationalistes, conservateurs, les vraies victimes au Québec sont les Canadiens français, celles et ceux qui ont subi finalement l'impérialisme anglo-saxon. Donc il y a d'une certaine manière dans le roman national ici une façon de se penser victime. Et cette façon de se penser victime me semble très improductive, bien entendu, puisqu'elle empêche finalement de faire une place dans le récit national à d'autres personnes, comme les personnes afrodescendantes, qui ont été victimes de l'esclavage au XVIIIe siècle et qui sont victimes depuis de formes de discrimination structurelle qui empêchent finalement les personnes afrodescendantes d'avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes services. Alors, je vous dirais pas quelque chose de volontaire, mais j'ai l'impression que dans la psyché collective, dans la mémoire collective, il y a quelque chose qui empêche une ouverture narrative, une ouverture vers un récit qui serait plus juste, qui ferait une place finalement à tous et toutes. Et aujourd'hui, on assiste à peut-être tranquillement à une levée de bouclier de la part de prétendants qui veulent que, par exemple, des esclavagistes notoires tels McGill ne puissent pas avoir de buste public. Et je pense que c'est juste, c'est tout un débat. C'est peut-être le début de quelque chose. Ah, mais il faut que ce soit le début de quelque chose, bien sûr, si l'on veut que l'espace public soit un espace de débat et un espace de réconciliation, un espace de réparation. Quant à moi, si vous me posez la question en tant qu'historien, je n'ai rien contre le buste de James McGill ou une statue en pied ou peu importe le genre de statue qu'on pourrait lui réserver. Cependant, ce qui serait intéressant, c'est de garder McGill, mais de l'entourer d'esclaves.
ou qu'il y ait autour de lui, ou avec lui, en dialogue avec lui, en confrontation, en tension avec lui, des personnes afrodescendantes, celles qu'il a esclavisées à la fin du XVIIIe siècle. Car sa richesse est en partie due, finalement, à ce capitalisme racial dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait débat. Il faut qu'il y ait débat et il faut que l'espace public évolue. Autrement, on obtient une situation qui est tout à fait schizophrénique, j'ai envie de le dire comme ça. On a le buste de Toussaint Louverture dans le quartier latin, le buste de Toussaint, là, qui se trouve juste à côté, dans mon souvenir, j'ai pas le nom de la rue en tête, mais un terrain de soccer. Donc, on a Toussaint Louverture quelque part, on a James McGill ailleurs, mais un espace public réconciliateur, réparateur ne peut pas fonctionner ainsi, comme si on mettait des miettes ici et là pour satisfaire les demandes des communautés afrodescendantes à Montréal. Il faut absolument que l'espace public soit le reflet d'un débat social ou d'un débat historien, bref, un débat qui nous amène ailleurs comme société. Professeur Jean-Pierre Leglonec, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur. Merci encore une fois. À la prochaine. Au revoir. Merci.